Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Un grand merci de venir aux troisièmes assises d'EcoProd. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, ce soir. Alors, Pervenche vous a brièvement présenté. Je pense qu'on ne va pas passer de temps à faire votre CV. En plus, sur votre page Wikipédia, il y a plein d'erreurs. Il y a 92 erreurs la dernière fois que je l'ai lu. 90 ? 92. 92. La dernière fois que j'ai regardé. Il y a une chose qui est vraie, en revanche, c'est que vous avez travaillé dans le milieu du cinéma au sortir de vos études. Est-ce que vous pouvez raconter pour briser la glace ? Oui. J'ai travaillé effectivement pendant 1 an et demi avec un acteur qui voulait monter une société de production parce qu'il avait envie de produire en gros ce qu'il avait envie de réaliser lui. Et moi, dans cette affaire, j'étais censé m'occuper de faire rentrer l'argent, c'est-à-dire de vendre des films d'entreprise. Et j'ai magistralement réussi à en vendre 2, je crois. Mais enfin, ça a réussi à me payer au SMIC pendant 1 an et demi. Et puis au bout d'1 an et demi, je suis parti faire autre chose. Bon, alors, on va avoir 40 minutes d'échange et puis après, on posera des questions. Enfin, vous poserez des questions, peut-être plus pertinentes que les miennes, sur le sujet. Donc là, le fil de crête, le chemin de crête qu'on va suivre, c'est que nous ne sommes tous les deux pas des spécialistes de l'audiovisuel. On va s'adresser à un public de spécialistes de l'audiovisuel. Donc l'idée, c'est de dézoomer un peu, de prendre un peu de recul, sur la situation climatique et sur les implications sur le secteur. Première question pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Moi, je trouve que, en tant que journaliste spécialisé sur ces questions, il y a vraiment une question qui est mal comprise. C'est que si on continue les tendances actuelles, l'ONU nous dit qu'on va à plus 3 degrés, plus 3,1 degrés de réchauffement climatique à la fin du siècle. Dans le dernier rapport du GIEC, c'est sensiblement les mêmes chiffres, 2,7. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, plus 3 degrés. Est-ce que vous pouvez nous faire toucher du doigt à quoi ressemble un monde à plus 3 degrés ? La réponse est non. Je ne peux pas vous faire toucher ça du doigt parce que c'est un monde futur et qu'on sait, nous, toucher du doigt quelque chose qu'on a déjà vu, qui s'est déjà produit, etc. Toutes les personnes dans la salle qui ont eu à élever des enfants savent qu'on a beau leur répéter « mettez pas vos doigts dans la porte », ils finiront par le faire et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'ils arrêteront de le faire. Donc en fait, tant qu'ils n'ont pas mis les doigts dans la porte, c'est un truc qui est futur, pas incarné. Donc nous, on sait, eux pas. Voilà. Là, dans le domaine du changement climatique, c'est encore pire parce que personne ne sait. Ce qu'on appelle couramment les climatologues, en fait, ils savent ce qui sort de leur modèle, mais ce qui sort de leur modèle ne dit pas tout. Ça ne dit pas, par exemple, combien il y aura de gens qui vivront en dictature et combien il y aura de gens qui vivront en démocratie. Il n'y a pas le modèle ne dit pas quelle est la superficie en France qui restera couverte de forêts. Ils savent quelles sont les menaces, mais ils ne sont pas capables de dire entre il n'y aura plus un arbre et il en restera un peu quand même quelques-uns. Il y a une incertitude. Ils ne sont pas capables de dire quelle sera l'espérance de vie des gens en 2100 dans un monde qui s'est réchauffé de 3 degrés. Donc il y a tout un tas de trucs qu'ils ne sont pas capables de dire et qui sont quand même des choses essentielles pour nous. Notre espérance de vie, c'est quand même un truc important. Savoir si on vit en démocratie ou en dictature, c'est quand même un truc important. Savoir quel métier on fait, c'est quand même un truc important. Alors savoir si on mange ou pas du bœuf, c'est important, mais c'est moins important que le métier qu'on fait. Donc il y a plein de trucs sur lesquels ils sont juste incapables de nous faire toucher du doigt parce que personne ne peut faire toucher ça du doigt. Et c'est une des grandes difficultés de ce dossier, c'est qu'on doit se motiver de façon extrêmement importante pour avoir peur d'un truc qui n'est jamais arrivé et tout faire pour qu'il n'arrive pas. Pas du tout conforme à la manière dont on fonctionne. Nos sens ne nous permettent pas de fonctionner comme ça. Alors notre cervelle gauche ou droite, je ne sais jamais laquelle c'est, peut éventuellement un peu nous aider. Et elle nous aide d'autant plus que c'est devenu son quotidien. Donc moi, je suis un peu plus familiarisé par la force des choses qu'un certain nombre de gens ailleurs là-dessus. Mais c'est très très difficile d'incarner et sans vouloir être désagréable avec les gens dans cette pièce, surtout qui me séparent du cocktail, à chaque fois que j'ai vu des tentatives d'incarnation de ce que serait ce monde horrible à plus 3 degrés à l'écran, c'est jamais réaliste. Jamais. Déjà, il faudrait 4 fois les moyens de Titanic pour arriver à faire quelque chose qui puisse reproduire tout ce qui peut se passer avec des foules en déshérence, etc. Il faudrait engager des millions de figurants. Quand je dis 4 fois le budget de Titanic ou 4 fois le budget du Seigneur des Anneaux. Et en fait, quand vous avez une production à 10, 20 millions ou 5 millions pour faire un truc comme ça, c'est fatalement, pardon du mot, ridicule face à ce que les spécialistes savent. Ça peut juste pas incarner quoi que ce soit de sérieux. Donc c'est très très difficile de faire toucher ça du doigt. Et par ailleurs, on a tous le réflexe de penser que 3 degrés d'élévation, vous savez, quand la température dans cette pièce monte de 3 degrés, qu'est-ce qui nous arrive ? Rien, quoi. Je veux dire, on est bien vivant, tout va bien, quoi. Donc c'est une moyenne, ça se touche pas avec ses sens. Ça nous dit rien, une moyenne. Donc c'est vraiment
très très difficile. Donc on navigue chez les scientifiques entre le fait de ressasser des trucs sur lesquels ils sont solides mais qui ne parlent à personne et des choses qui représentent les vrais dangers. Est-ce qu'on vivra en tôle? Est-ce qu'on sera vivant déjà? Est-ce qu'on mangera à notre faim? Etc. Sur lesquels il n'est pas possible de sortir avec le même degré de certitude les conclusions qui sont celles qui sortent sur la température, les précipitations, la vitesse des vents ou les terres émergées, ou la montée du niveau de l'océan. C'est de la physique de base, tout ça. Même s'il y a des incertitudes, ils sont extrêmement solides qualitativement. Là, c'est très, très difficile. Or, c'est pourtant ça qui va faire toute la différence. Voilà, donc c'est pour ça que... Voilà. Alors, je pourrais vous dire, à 3 degrés, tous les coraux sont morts, ok, mais tous les coraux sont morts, ça veut dire que dans toutes les zones où ils vivent de la pêche, il y a une dictature ou il n'y a pas de dictature? Et puis, ils mangent autre chose ou ils ne mangent pas autre chose? C'est juste triste pour les plongeurs qui arrêteront d'aller faire de la plongée, les gens ici dans cette salle qui font des reportages sur les gens qui vont faire de la plongée, ou c'est... parce qu'il y en a de temps en temps. En général, il y a la séquence environnement, puis 5 minutes après, dans le JT de TF1, vous avez quand même, c'est vachement sympa d'aller voir les baleines à La Réunion. Voilà, j'ai vu ça 25 fois. Donc, voilà, est-ce que ça va juste gêner ces gens-là ou est-ce que ça va gêner beaucoup plus de monde? Voilà, c'est ça les vraies questions. Mais encore une fois, ces vraies questions, il y a des risques qui devraient être suffisants pour nous motiver à agir, mais il n'y a pas de certitude dans les réponses. Ouais, quand on regarde, vous parlez de la pêche, quand on regarde quand même dans le dernier rapport du GIEC, on voit des zones où il y a les zones les plus pêchées, où il y a moins de 50% de prise maximale de pêche à l'horizon 2100 qui sont attendues. Donc c'est vraiment des zones qui vont être très impactées. Juste là-dessus, est-ce que ça veut dire que potentiellement il pourrait y avoir des zones inhabitables sur Terre? Parce que... Bien sûr. C'est des zones qui seront en désertification. Vous savez, des zones qui aujourd'hui seraient inhabitables si on n'avait pas l'énergie abondante, vous en avez plein. Dubaï, que si vous voulez habiter à Dubaï dans un monde sans énergie, vous n'habitez pas à Dubaï dans un monde sans énergie. Vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas d'acheminement de la nourriture, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui permet de répondre à l'hostilité de l'environnement s'appelle l'abondance énergétique. Bon. Or, aux échelles de temps auxquelles on parle, quelques décennies, l'abondance énergétique va également partiellement s'estomper. Alors, elle va partiellement s'estomper, même si on ne veut pas, parce qu'on a un sujet de placard qui se vide avec le pétrole, le gaz et le charbon. Et en fait, sur l'approvisionnement européen, on est déjà à la peine. On est déjà demandé à vos annonceurs de la grande conso, ils vous le diront, il y a déjà de la déconsommation. Et en fait, c'est une conséquence logique du fait que l'approvisionnement énergétique en Europe est déjà en décrue depuis 15 ans. Voilà. Donc, je devais faire une interview ce matin sur le sujet. 14 des 16 fournisseurs de pétrole européens sont en déclin. Oui, absolument. Toute l'Afrique est en déclin. La Russie est en déclin. Enfin, c'est plus un fournisseur officiel de l'Europe maintenant, mais ils sont en déclin quand même. Oui, bien sûr. Le déclin pétrolier est une réalité. Et le monde, dans son ensemble, a passé à date son maximum en novembre 2018. Pour le moment, on est en dessous. Donc, c'était 1 an avant le Covid. Mais juste, donc, aux échelles de temps dont on parle, l'approvisionnement énergétique va devenir plus contraint, ce qui veut dire que nos marges de manœuvre pour répondre aux mêmes problèmes vont devenir plus faibles. Je dis bien aux mêmes problèmes. Si dans le même temps, en plus, ce qui va être le cas, les problèmes vont augmenter, il va y avoir un effet tenaille, voilà, qui est déjà partiellement à l'œuvre. Alors, on n'a peut-être pas le temps d'élaborer là-dessus aujourd'hui, mais les troubles politiques qu'il y a en Europe de manière croissante maintenant depuis plusieurs années, et ça remue ici et ça remue là, pour moi, ont toutes la même cause racine. C'est que l'activité économique réelle en Europe ne repart pas pour une question d'énergie. C'est partout pareil. C'est pour ça qu'il y a à peu près les mêmes problèmes en Belgique, en Hollande, en Suède, en Allemagne, en France, en Italie, etc. Je parle de l'agitation politique et de la configuration politique. C'est à peu près partout pareil, en Grande-Bretagne, etc. Ça commence à devenir volatile partout. Et il y a une cause racine à ça. Donc, c'est autre chose aussi qui ne peut pas être dans les rapports du GIEC. L'instabilité politique et l'instabilité des structures de gouvernance est un facteur d'affaiblissement et de vulnérabilité. C'est absolument évident. Aucun modèle ne va vous en parler. C'est tout à fait évident. Dernière question d'ordre général. Après, on va se rapprocher du secteur de l'audiovisuel. Mais moi, il m'arrivait de voir, ça s'est un peu estompé ces dernières années, mais depuis 3-4 ans, on voit des pubs, on voit sur des sites internet des géants de l'énergie qui vendent du pétrole par exemple, qui se proposent d'être neutres en carbone d'ici 2050, des géants de l'aviation qui proposent d'être neutres en carbone d'ici 2050. Voilà, on parle avec assez de légèreté de la neutralité carbone et d'un monde où en gros il faudrait rester sous les 1,5, enfin sur les 2 degrés, voire les 1,5 degrés. À quel point ça va être
difficile? Quels sont les efforts qu'il faut consentir pour effectivement être neutre en carbone? Alors, commençons par parler des 1,5 et des 2 degrés. Les 1,5 sont morts. Donc, si vous avez dans cette salle des gens qui sont alignés sur une trajectoire 1,5, changez de trajectoire ou changez de consultant, parce que les 1,5 sont morts. En ce qui concerne la trajectoire 2 degrés, ils sont morts, on les a passés là. Ça y est. Donc, alors, effectivement, l'année prochaine, ça sera peut-être un peu en dessous, etc. Mais enfin, compte tenu de l'inertie, compte tenu du fait qu'on continue à cracher plein de CO2 dans l'atmosphère, ils sont morts. Les 2 degrés, pour qu'on les tienne, il faudrait que les émissions se mettent à baisser de 5% par an tous les ans à partir de demain matin. D'accord ? Donc tous les ans, 5% en moins. Donc ça veut dire un Covid de plus chaque année. D'accord ? C'est un monde qui entre en économie de guerre, hein, un monde qui sait faire ça. D'accord ? On en est à des années-lumière. J'insiste, on en est à des années-lumière. Alors la neutralité des entreprises dans cette histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée simple et de bon goût en apparence, qui est que vous comptez vos émissions en plus, vous comptez des actions que vous faites ailleurs pour faire baisser les émissions en moins, et 0 plus 0 fait la tête à Toto, et donc à l'arrivée, c'est nul. D'accord ? C'est ça l'idée. Alors malheureusement, c'est une notion qui en fait est invalide pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'empreinte carbone ou le bilan carbone reflète une notion de dépendance. Ça inventorie tous les flux, donc dépend de votre activité. Si vous financez des projets de reforestation quelque part, est-ce que ça supprime les flux dont dépend votre activité? Absolument pas. Ils restent exactement les mêmes qu'avant et ils engendrent exactement les mêmes émissions qu'avant. Donc dire je vais mettre sur un même plan les émissions dont je dépends pour exercer mon activité et des émissions ailleurs dans le monde dont mon activité ne dépend pas, que j'aurais aidé à baisser, en fait c'est une erreur comptable. C'est un peu comme si vous logiez dans le même compte de contrepartie dans une comptabilité d'entreprise une valeur d'immeuble et des salaires. Voilà, au motif que c'est 2 fois des euros. Bah non, on n'a pas le droit de faire n'importe quelle opération dans la comptabilité d'entreprise juste parce que c'est des euros. D'accord ? Bon. Et donc là, c'est pareil, c'est pas juste parce que c'est des tonnes de CO2 équivalents qu'on a le droit de tout mettre dans la même case en disant il y a plus, il y a moins, puis à l'arrivée, ça se compense. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est pas pertinent et elle se suffit à elle-même. Après, il y a une deuxième raison qui vient se rajouter à ça, c'est que précisément parce qu'on reste dépendant des mêmes flux qu'avant quand on a compensé, le fait de dire « je suis devenu neutre en compensant », ça vous anesthésie la totalité des collaborateurs d'une entreprise à qui on envoie le message que le problème est réglé et que c'est plus à peine qu'ils se creusent la cervelle pour savoir comment on peut faire autrement. D'accord ? Donc en fait, c'est une affaire à se tirer une balle dans le pied parce qu'on tue par construction la créativité interne qui serait nécessaire pour qu'on imagine un monde différent. Par construction, voilà. Donc, c'est pour moi, de parler de neutralité, c'est une erreur comptable, pour commencer, et ensuite, c'est une erreur de management. Voilà, c'est les deux à la fois. On va parler maintenant de l'audiovisuel. Toute la journée, on a rappelé les efforts consentis qui sont réels. Hein. C'est réduction sur les tournages de l'alimentation carnée, c'est essayer de réduire le poids des transports et notamment le poids de l'aviation. Voilà, il y a même des délégués d'éco-production maintenant sur les tournages qui essayent tant bien que mal d'essayer de réduire la facture. Malgré tout, il y a le sentiment que par rapport à ce que vous venez de dire, ça suffira pas et qu'il faut changer de braquet. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est un sentiment que vous partagez? Non, c'est quand je vous dis tout à l'heure, c'est pas pour vous faire sauter en l'air. Quand je vous dis tout à l'heure, baisser les émissions de 5% par an, c'est pas loin de se mettre en économie de guerre. I mean it, comme diraient les Anglais. Hein, c'est pas juste une figure de style. Alors, ça veut pas dire que ce soit inutile de faire des efforts. Je pense que les efforts aujourd'hui, leur grande vertu, c'est pas d'être suffisant pour engendrer un résultat qui soit à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, c'est que ça met les gens dans une disposition d'esprit dans laquelle ils seront moins surpris le jour où il y aura un événement extérieur qui fera qu'on sera obligé d'accélérer la cadence. C'est plutôt ça la vertu que je lui vois. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Donc, quand je vous disais il faut baisser les émissions volontairement pour éviter un réchauffement climatique, si on ne les baisse pas volontairement, elles baisseront involontairement. Elles baisseront involontairement soit parce qu'il n'y aura plus assez de combustibles fossiles, soit parce que les conséquences des perturbations diverses et variées que nous occasionnons sur cette planète occasionneront en retour suffisamment de perturbations pour que notre activité se contracte sans qu'on ait rien demandé. Et voilà, voilà. Mais encore une fois, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Hein. C'est mathématiquement possible de démontrer qu'un flux physique sur cette planète ne peut pas indéfiniment croître. Non seulement il ne peut pas le faire, mais un jour, il doit s'arrêter et décroître. Voilà, c'est un truc que je sais encore démontrer. C'est un petit théorème de maths, pas très compliqué. Donc, l'idée qu'on va pouvoir ne pas se préoccuper du problème
sans que le problème ne se préoccupe de nous est malheureusement une illusion. Il va bien falloir se préoccuper du problème. Aujourd'hui, ce qu'on fait, je le redis, n'est pas à la hauteur. Alors, on peut très bien dire, n'en jetez plus, j'ai des problèmes de pouvoir d'achat, de ceci, de cela, de déshérence, de pas assez de profs, de qu'est-ce que je sais. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne nie pas du tout ça. On a tous nos problèmes. Et moi, le premier, j'ai plein de raisons de procrastiner quand je dois faire des trucs importants. Ce qui se passe en pareil cas, ce que la vie nous apprend, c'est que de temps en temps, il y a un choc externe. Et du reste, les chocs externes vont augmenter avec le temps, précisément à cause de ce que j'ai évoqué. Et à ce moment, le fait d'avoir commencé à faire des choses, ça nous met en meilleure position pour accélérer le moment venu que si on n'avait pas commencé. Voilà, donc l'action est vertueuse, elle a cette vertu-là. C'est important de le commencer, c'est important de tenir, parce que je sais très bien qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles c'est très désagréable de faire partie des précurseurs, parce que quand on est précurseur, on est seul par définition. Donc il faut être capable de tenir psychologiquement, mais c'est indispensable pour que, encore une fois, le moment venu, les choses accélèrent. Alors, si je suis un peu quantitatif et dans le milieu audiovisuel, vous savez très bien que le gros poste, c'est la diffusion. C'est pas la réalisation des émissions. Alors, après, chacun voit midi à sa porte. Si je suis producteur, je j'ai pas nécessairement le choix pour la diffusion, parce que les diffuseurs sont pas infinis. Et donc, je vais me concentrer sur ce sur quoi j'ai un peu plus de choix. Il y a également un truc qui est important, c'est le message culturel envoyé. La plus grande agence de com des États-Unis, c'est quand même appelé Hollywood. C'est quand même un truc qui a été absolument génial pour nous vendre des avions, des bagnoles, etc. Très bien marché. Donc il y a aussi ça qu'il faut pas négliger. Et il peut y avoir du reste de la créativité dans plein de domaines. À un moment, j'avais essayé de pousser auprès d'une chaîne que je ne nommerai pas l'idée de mettre dans tous les programmes de jeu des questions concernant l'environnement. C'est pas intrusif, on fait de mal à personne. Et vous avez tous les gens qui ont regardé le jeu qui, du coup, connaissent la réponse d'une façon un peu ludique. Ouais, c'est complètement chou blanc. Mais c'est aussi des voies à travailler. Donc, il n'y a pas juste la comptabilité carbone stricte de la production. On peut aussi travailler le contenu éditorial. Et après, le gros sujet, c'est la diffusion. Et la diffusion est aujourd'hui en train de faire l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on est parti du one-to-many, de l'acronyme anglais, au point-à-point, qui est beaucoup plus gourmand en ressources et beaucoup plus gourmand, du coup, et beaucoup plus émissif. Voilà. Donc, c'était vachement bien le hertzien. Et beaucoup mieux que la fibre ou le support terrestre. Et puis maintenant, on vous balance du 4K sur les téléphones. Enfin voilà. Donc en fait, on est en train de faire l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Et les acteurs de l'information, enfin les acteurs de l'audiovisuel plus exactement, participent à l'empreinte carbone du digital de façon très significative, qui elle-même est de l'ordre de 4% des émissions planétaires. D'accord ? Donc l'empreinte carbone du numérique, du digital, dans lequel il y a le secteur audiovisuel, c'est 4% des émissions planétaires. C'est autant que la totalité de l'aciérie dans le monde, c'est autant que la totalité de la cimenterie dans le monde, c'est autant que la totalité des camions dans le monde, et c'est les 2/3 des voitures dans le monde. Donc on peut pas dire que ce soit marginal. 4%, d'ailleurs, dans un rapport du Shift Project, vous disiez, qui date de 2018, vous disiez 4%, mais potentiellement 8% en 2030. Donc c'est aussi un secteur qui augmente de manière substantielle. Juste pour rappeler quelques ordres de grandeur. L'ordre de grandeur est resté le même aujourd'hui. Si c'est pas 4, c'est 5. Voilà. Non, mais ça, c'est en croissance de manière réelle. Bien sûr. Pour avoir un ordre de grandeur en tête, selon les chiffres d'Ecoprod, l'audiovisuel français, ça représente 0,9, donc à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est que donc le secteur audiovisuel est en croissance. Il y a même un plan, la fabrique de l'image, 350 millions d'euros pour booster toutes les composantes du secteur audiovisuel. Et dans le même temps, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, par rapport à notre impérieuse nécessité de faire décroître de manière substantielle les émissions de CO2 d'un facteur 5, 6 peut-être, est-ce qu'on peut avoir un secteur audiovisuel qui croît tout en réduisant les consommations et les productions d'un facteur 5 ? C'est très difficile. C'est très difficile. Après, vous connaissez le vieil adage romain du pain et des jeux, donc vous ferez peut-être partie des survivants. Il y a un autre sujet derrière l'audiovisuel, c'est qu'il y a aussi, comme diraient les auteurs des années 70, c'est qu'il y a tout un système technicien, à la fois d'infrastructures, de terminaux. Une des grandes
Dans l'empreinte carbone de ces sujets-là, il y a énormément les terminaux. Alors ça varie selon les chiffres entre 60 et 90%. Est-ce que, en fait, on est tributaire à chaque fois, vous le disiez, de la 5G, de la 4K, puis de la 8K. Est-ce qu'il va falloir, dans les années qui viennent, réglementer les technologies, pouvoir avoir une... Là, on a libéralisé complètement, on a laissé le choix aux entreprises de faire toutes les technologies qu'elles veulent. Est-ce que dans les années qui viennent, ça va devoir être contraint ? Une chose qu'on pourrait faire et qui va peut-être vous surprendre quand vous allez entendre la suggestion, mais après je vous donnerai un autre secteur dans lequel on n'est pas loin de faire la même. Moi, il m'était venu à l'esprit, après le rapport du Shift là, sur le digital, que les régulateurs du secteur, donc l'ARCOM et l'ARCEP, autorisent les licences sous condition d'empreinte carbone des opérateurs. Ups, gloops. Donc, par exemple, M6... Donc, par exemple, on dit ou à Orange, ou à France Télévisions, ou à Radio France, vous avez l'autorisation d'exercer, mais votre empreinte carbone ne doit pas dépasser tant. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Alors, je vous signale que ça peut vous paraître bizarre, mais dans le domaine des batteries, on est en train de s'acheminer vers une réglementation européenne qui dit très exactement ça. C'est-à-dire, vous avez le droit de subventionner les batteries, mais pas si elles ont une empreinte carbone qui dépasse tant. Alors là, c'est clair que c'est par batterie. C'est pas par abonné, par téléspectateur, par machin. Mais si on a un objectif sur les émissions françaises ou sur l'empreinte carbone française, moi ce qui me paraîtrait plus pertinent, je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait pas dire, écoutez, vous faites exactement ce que vous voulez, juste vous avez le droit d'exercer si votre empreinte carbone ne dépasse pas tant. Voilà. Y a une autre chose qui est très intéressante. Alors, je vais faire... Là, je pense qu'on deviendrait créatif sur le fait de ne pas bazarder du 4K sur les téléphones. Hein. Vous avez travaillé notamment avec le Shift Project. J'incite à lire les rapports parce que c'est très intéressant. Vous travaillez sur la structuration des différents secteurs économiques, l'agriculture, la culture, le digital, l'aviation. Vous avez vraiment balayé un large spectre. Vous avez même fait un plan de transformation de l'économie française. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus efficace pour avoir des changements qui sont réels et rapides ? Parce qu'on voit que les changements sont incrémentaux et assez lents. Est-ce que c'est l'incitation ? Est-ce que c'est la conditionnalité des subventions ? Est-ce que c'est la contrainte ? Sur la méthode, pour vous, quelles sont les actions les plus efficaces ? Eh bien, l'histoire vous enseigne que les actions les plus rapides, c'est les chocs. C'est la contrainte. Donc ça s'appelle la guerre, la pandémie, etc. Des trucs qu'on n'a pas tellement envie de voir arriver. Sinon, quand vous lisez les biologistes, ils vous expliquent que nous sommes des animaux, ce qui ne surprendra personne, surtout quand on parle des hommes. Non, pardon. Donc, on a quelques caractéristiques en tant qu'animaux, c'est que on fait confiance à nos sens et on a des habitudes parce que c'était des facteurs de survie dans l'ancien temps. Quand vous saviez comme animal et en particulier comme prédateur que les proies passaient toujours au même endroit, vous aviez tendance à aller chasser toujours au même endroit. Le pêcheur, il va toujours se mettre au même endroit de courant entre deux rochers là parce qu'il sait que c'est là qu'il va y avoir des bars, etc. Donc en fait, les habitudes, c'est un facteur de survie. On a été câblé génétiquement comme ça et vous avez énormément d'animaux qui ont des habitudes qui sont des facteurs de survie. La migration des oiseaux, c'est un facteur de survie, etc. Donc, puisque les habitudes, c'est un facteur de survie, à part la rare fois où votre conjoint vous demande un peu de fantaisie parce que ça le change, mais sinon c'est un facteur de survie, eh bien vous n'avez pas de raison que les gens changent rapidement. On est biologiquement câblés pour garder nos habitudes. Donc quel est le facteur de changement rapide dans la douceur ? La bonne réponse, c'est que malheureusement, il n'y en a pas. D'accord, il n'y en a pas. Donc, le changement rapide, il se fait toujours dans la douleur. Donc, le changement rapide, il se fait dans... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de situation bizarroïde dans laquelle on aimerait bien que les choses se fassent vite et en douceur pour éviter d'avoir à les faire très vite et dans la douleur. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle on est. Mais encore une fois, c'est pas simple parce que c'est un peu lutter contre nature. Encore une fois, notre nature, c'est que on a des habitudes, qu'on aime bien ça. Voilà, c'est qu'on est calé comme ça, quoi. Alors, vous montrez bien, et notamment avec ce rapport dont on parlait sur l'approvisionnement énergétique européen, qu'il va y avoir a priori moins d'énergie disponible et donc qu'on va vivre dans un monde en contraction. Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur audiovisuel ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer notre lanterne ? À quoi ressemble un secteur audiovisuel dans un monde qui se contracte ? Ça veut dire moins de pubs, moins de chaînes, moins de tout ?
Alors, si vous êtes bien assis, mais c'est normal, c'est les assises de l'audio. Non, non, vous êtes bien assis. Un monde en contraction, je pense qu'un bon proxy, même si on pourrait avoir un très très long débat avec des macroéconomistes là-dessus, c'est en gros un monde en récession structurelle. Voilà. C'est un bon proxy, je pense. C'est pas aussi simple que ça, mais ça ressemble à ça. Qu'est-ce que les gens préfèrent garder dans un monde en récession structurelle ? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y a des gens qui préfèrent bouffer des pâtes et garder leur smartphone à 1000 balles. Il y a des gens, enfin, je ne sais pas. Donc, parce qu'il y a des injonctions contradictoires dans cette histoire. En général, que les gens ne mangent plus du tout, c'est rare. Mais après, dans tout le reste, il y a un arbitrage qui se fait. Il y a des gens qui préfèrent garder ceci, des gens qui préfèrent garder cela. Et donc, je vous renvoie à la blague à moitié que j'ai faite tout à l'heure du pain et des jeux. La partie jeu a toujours été quand même quelque chose d'intéressant, et d'autant plus que ça aide à supporter les vicissitudes d'un quotidien qui, par ailleurs, ne s'écrirait pas exactement comme on aurait envie qu'il s'écrive. Donc, ce qu'on constate, c'est que nonobstant le fait que la situation devienne économiquement plus tendue, etc., maintenant, depuis des années, les gens passent toujours autant de temps, voire plus, devant la télé. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Je le redis, vous ferez peut-être partie des survivants de l'affaire. La seule chose qui me paraît à peu près claire, c'est qu'à un moment ou à un autre, alors aujourd'hui, par ailleurs, il y a une forme de résistance du côté de la grande consommation en termes de budget publicitaire, etc. Mais ça ne sera peut-être pas éternel. Si les constructeurs automobiles commencent à avoir des vrais problèmes, peut-être que la pub automobile, il y en aura moins. Voilà, donc il y a des sujets comme ça. Mais je ne suis pas devin, d'accord ? Si l'État commence à être très gêné aux entournures, question financière, alors c'est pas ainsi en fait, parce que maintenant c'est une situation croissante depuis des années, il y aura peut-être tendance à regarder d'un peu plus près toutes les subventions qu'il peut accorder au secteur, à commencer par celles qu'il fournit aux intermittents du spectacle. Donc je ne sais pas, moi, comment ça va se passer à l'avenir. Je ne sais pas. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que quand il commence à y avoir des pressions et des contraintes, c'est très très rare que ça craque pas à un endroit ou à un autre à un moment donné. Alors, en ces temps de valse de gouvernement, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà été approché pour devenir ministre ? Ça, c'est une question subsidiaire. La réponse est non. Non ? Ça m'étonne. Mais la réponse est non. Si on vous proposait d'être ministre de la Culture demain, quels seraient les grands chantiers que vous lanceriez ? J'irais m'acheter des chaussures. Ça vous va comme réponse ? Parce que je ne tiens pas la comparaison avec la précédente. Non. Je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Je ne la suis jamais posée, donc je n'ai jamais, même en me rasant le matin, j'ai jamais pensé devenir ministre de la Culture, ni en me rasant le soir, du reste. Donc, je ne sais pas du tout. Alors, je ne m'attendais pas à un retour de questions aussi rapide. Alors, j'ai parlé d'un sujet que vous devriez connaître, puisque c'est un rapport du Shift Project sur la culture. Vous disiez dans le rapport du Shift Project, même si c'est pas vous directement, on s'en doute qui les avait écrits, que la culture emploie 700 000 personnes. C'est un secteur qui se pense a priori peu concerné par les catastrophes climatiques. Mais vous dites, en cas de choc énergétique, climatique ou sanitaire, beaucoup risquent donc de voir leur emploi menacé à terme. C'est quelque chose qu'on n'a pas à l'esprit, mais si on a des gros chocs, comme vous les évoquiez tout à l'heure... Il y en a un que vous avez connu quand même de très près, qui est le Covid. Plus de salles de cinéma, plus de concerts, plus de festivals, celui-là, il a quand même été parfaitement visible. Alors, effectivement, il n'avait pas un déterminant climatique, celui-là. Cela étant, il faut bien voir que dans la partie développement des pandémies, à aucun moment on ne fera jamais le lien entre le développement d'une pandémie et des conditions climatiques particulières. Alors que quand vous regardez les études épidémiologiques, on sait qu'il y a des évolutions qui sont favorisées par le changement climatique. Par exemple, l'augmentation de l'intensité des moussons, ça favorise le choléra. Par exemple, il y a d'autres. Donc, c'est pas. Mais au moment où la pandémie arrive, vous voyez absolument pas le lien avec le climat, ce qui est tout à fait normal. Et puis, c'est évident qu'il n'y a pas de lien univoque que vous pouvez établir. Sur la partie énergétique, oui, il faut beaucoup de voitures pour que des gens puissent aller à des grands festivals. Avant l'époque de la voiture pour tous, il n'y avait pas de grands festivals. Il y en avait, ou en tout cas beaucoup moins.
Avant, il y avait des troupes ambulantes de théâtre qui allaient de village en village, en roulotte à cheval. Mais il n'y avait pas de festival où les gens allaient tous en voiture. Il n'y avait pas de multiplex en banlieue. Voilà. Donc il faut bien voir que le secteur culturel, il a une dépense qui est loin d'être négligeable à la mobilité motorisée. Il a par ailleurs une dépendance qui est loin d'être négligeable de façon plus structurelle à l'abondance énergétique, parce qu'en fait, l'abondance énergétique a permis, en faisant travailler les machines à notre place, de libérer du temps pour permettre, et a permis la création de plein d'emplois qui n'existaient pas à l'époque de la société paysanne. D'accord ? À l'époque de la société paysanne, il n'y avait pas de monteur, il n'y avait pas de tourneur, il n'y avait pas de Nikos Aliagas, il n'y avait pas de, enfin, tous ces emplois n'existaient pas. Tout simplement parce que la productivité du travail n'était pas telle que les gens pouvaient se permettre, sur l'ensemble d'une population, d'affecter 1% des gens à nourrir tout le monde, c'est ce qui est à peu près le cas aujourd'hui en France, hein, d'affecter encore quelques autres pourcents des gens à piloter les machines qui nous permettent d'avoir des vêtements, des maisons, des voitures, des tables, des chaises et des vidéoprojecteurs, et tous les autres peuvent s'occuper d'autre chose, y compris enseigner, faire de la création, s'occuper de télévision, et faire de la comptabilité, et faire le consultant comme moi, qu'est-ce que je sais encore. Et ça, c'est également un fruit systémique, celui-là, hein, de l'abondance énergétique, c'est la tertiarisation du travail et le temps libre. Et en fait, le secteur audiovisuel moderne est un enfant de la tertiarisation du travail et du temps libre. Hein, voilà. Alors, ce fondement-là, il est à risque, en fait, pour énormément d'activités modernes. C'est absolument évident. Tout à l'heure, là, j'attendais... Ça, c'est pas un sujet climatique. C'est un sujet énergie. D'accord ? Mais par contre, si on est sérieux sur la question climatique et qu'on baisse les émissions de 5% par an, ça veut dire qu'on baissera l'énergie fossile de 5% par an. Compte tenu de ce qu'on peut espérer du reste, ça veut dire qu'on baissera l'énergie tout court de 3 à 4% par an. Et ça veut dire qu'on contractera l'économie réelle de 3 à 4% par an. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, dans cette histoire, la probabilité que le secteur audiovisuel en sorte complètement indemne me paraît pas très élevée. Je dis bien complètement indemne. Voilà, que ça ne touche à rien, nulle part, me paraît pas très élevé. Est-ce que sur les questions climatiques, on commence à voir des... Je me souviens plus du film, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un film qui a été tourné sur le bassin d'Arcachon il y a 2 ans, Le règne animal, si je dis pas de bêtises, qui a été empêché pour... alors, je peux dire des bêtises, mais il faudrait vérifier. Mais qui a été empêché par les incendies. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus souvent ? C'est-à-dire que une économie qui est basée sur des tournages et qui va être dérangée de fait par des conditions climatiques qui n'étaient pas prévues. Il faudra faire les tournages en forêt à l'automne. Il y a toujours eu dans les tournages des assurances intempéries. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc oui, il peut y avoir de temps en temps un tournage qui est empêché par... enfin, je ne pense pas que ce soit la principale menace du secteur. Bon, les inondations type Valence ou les incendies catastrophiques qui empêchent de faire un tournage, c'est quand même pas l'épisode récurrent qu'on voit sur les tournages. Et puis tous les tournages qui se passent en milieu urbain, il y en a quand même un paquet, sont pas directement impactés par ce genre de choses. Donc non, je pense pas que ce soit la principale menace pour le secteur. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de laisser la salle poser ses propres questions. C'est une question, personnellement, je déteste parce qu'on me la pose souvent. Êtes-vous à jour de vos impôts ? Oui. Je vais quand même vous la poser. C'est, est-ce que dans tout le tableau assez sombre que vous avez dressé, il y a des motifs d'espoir ? Oui, bien sûr. Mais alors, je vous réponds oui. Mais je vais vous faire une réponse de psychologie à 2 balles. Je pense que l'optimisme et la capacité analytique, c'est 2 choses distinctes. Et dit autrement, vous pouvez très bien être optimiste dans un contexte qui est analytiquement désespéré, et vous pouvez très bien être pessimiste dans un contexte dans lequel il n'y a vraiment pas lieu de se plaindre. Du reste, dans la 2e catégorie, on en connaît tous. Donc, il faut l'être, en fait. Moi, j'estime qu'il faut l'être. Donc, ça veut dire qu'il faut... Moi, je le suis personnellement. Si j'étais pas optimiste, il n'y aurait pas eu la création de Carbone 4. On n'aurait pas fait la BD avec Christophe, parce que tout ça, c'est des actions entrepreneuriales quelque part. Hein. Prenez un risque, vous faites un truc, et en espérant que ça marchera. Enfin, le risque avec Christophe, il était modéré, mais donc ça correspond à ce genre de. Donc vous essayez, vous tentez, etc.
Donc ça, c'est une forme d'optimisme de l'action. Et ça n'empêche pas d'essayer d'être lucide sur du reste, les deux mots qu'on essaye d'utiliser à Carbone 4, c'est lucidité et enthousiasme. Donc, faut être lucide, pas se raconter d'histoire, mais faut être enthousiaste parce que si vous partez perdant d'avance, vous irez nulle part. Et l'optimisme étant lui-même quelque chose qui est partiellement autoréalisateur. Je veux dire par là qu'à partir du moment où vous êtes optimiste et que vous essayez de faire des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous met de toute façon dans une meilleure position pour faire face à l'adversité, si adversité il doit y avoir, de toute façon. Donc oui, bien sûr qu'il faut faire des choses, et par ailleurs, de même que l'appétit vient en mangeant, l'optimisme vient partiellement de l'action. Quand les gens sont mis en capacité d'agir, même dans une situation qui est pas sympathique. Et je vais vous donner un exemple que moi je trouve extrêmement intéressant, c'est ce qui s'est passé au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice de sociologie super intéressant, cette convention, parce que vous prenez 150 personnes qui se connaissent pas, et j'insiste sur le fait qu'ils se connaissent pas, vous les mettez ensemble, et vous en faites des gens qui sont globalement beaucoup plus déterminés en sortie qu'en entrée. Alors, la situation est la même. Pire, ils ont appris ce qu'était la situation. Donc, ils ont commencé par se prendre le grand seau d'eau froide sur la figure, et ils en ressortent remontés comme des pendules, alors que ils étaient rentrés plutôt moins motivé, j'ai envie de dire. Donc, moi, je trouve que c'est un exercice très intéressant qui montre que, en fait, de mettre les gens dans une, je sais pas si je dois dire une obligation d'action, un cadre d'action, etc. En fait, ça les motive. Voilà, parce qu'on a d'autres traits de caractère comme animaux, on est curieux. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut exploiter au profit de ce problème. On arrête d'être entreprenant. C'est aussi un trait de caractère qu'on peut exploiter. Voilà. Donc, et de toute façon, si on reprend le côté analytique, on sera toujours mieux positionné en ayant envie de faire des choses qu'en n'ayant pas envie. Alors après, il faut que les choses soient effectivement correctement dimensionnées. Et j'ai envie de dire, c'est là que peut se loger, une fois qu'on a dit qu'il faut agir, un autre problème. Si la tour Eiffel brûle et que je suis intimement persuadé qu'en sautant du haut du 3e étage, je vais voler, c'est pas sûr que j'améliore ma situation par rapport au fait d'attendre qu'un hélico vienne me récupérer. Donc il y a aussi de temps en temps des actions qui peuvent en rajouter au problème. Ça existe. Donc dire il faut agir, c'est pas suffisant. Encore, il faut agir avec discernement. Mais oui, il faut être optimiste au sens de il faut avoir envie de faire des choses. Un grand merci. C'est le moment le plus important, c'est à vous de poser des questions, n'hésitez pas, je crois qu'un micro va tourner dans la salle. Et vous faites souvent une règle de parité dans les conférences. Oui, j'allais le dire. Alors en fait, j'attendais avec curiosité de voir les mains qui allaient se lever. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois, j'avais fait une conférence dans une audience qui était composée aux 2/3 de femmes, et les 6 premières mains qui se sont levées pour poser une question étaient des hommes. Donc de cette époque, j'ai décidé d'appliquer une règle paritaire. Donc ce sera une femme, un homme, etc. Ouais. Bonsoir, donc je suis contente de poser la première question. J'ai une question sur la fin et les moyens. Si on se dit qu'il y a quand même une urgence à proposer des récits, des imaginaires alternatifs à ce que promeut Hollywood, mais que paradoxalement, pour pouvoir créer du volume dans un contexte où il y a quand même une croissance exponentielle de contenu, il faut en passer par l'utilisation d'outils comme IA pour accélérer la production, etc. Ça va complètement à l'encontre de l'éco-production et de ce qu'on cherche à faire dans le fait de minimiser les impacts. Mais est-ce qu'on peut considérer que quand il y a un arbitrage à faire, l'urgence, c'est pas forcément toujours de ne pas faire le film pour minimiser son impact, mais surtout d'être le plus nombreux possible à proposer des récits alternatifs qui donnent envie aux gens de se projeter dans un futur désirable Tottenham, quoi. Votre problème, je vais le reformuler autrement, c'est que si vous faites ce genre de choses, donc si vous utilisez l'IA par exemple pour faire un récit qui soit plus crédible, ou etc., vous savez ce que vous allez avoir comme, entre guillemets, dette écolo dans cette affaire. Vous êtes capable de calculer l'empreinte carbone de votre tournage et vous n'êtes absolument pas capable de calculer le carbone évité lié à l'impact du truc qui aurait été mieux fait. Voilà. Donc c'est ça votre problème. Et il n'y a pas de solution évidente à votre problème. Donc, quelque part, vous êtes renvoyé à votre intime conviction, qui est, est-ce que je pense que c'est un truc à faire ou est-ce que je pense que c'est un truc pas à faire? Mais il n'y a pas tellement d'autres réponses. Voilà. Est-ce que DiCaprio a eu raison de jouer dans Don't Look Up, qui a, comme il a été un gros succès, a une grosse empreinte carbone sur Netflix? Je sais pas.
J'en profite pour embrayer, sur une question que j'ai oublié de poser et je crois que Pervenche m'en serait très furieux si je la posais pas. C'est justement, on voit dans le secteur du cinéma une augmentation vraiment substantielle du recours à l'IA pour les storyboards, mais aussi pour faire rajeunir des auteurs. Des acteurs qui ont vieilli, comme Harrison Ford, pour faire revenir des acteurs qui ont disparu. Pour la post-production, vraiment, on voit une explosion du recours à l'IA dans le cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça risque d'être vecteur d'effets rebonds gigantesques? Ça l'est déjà. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est pour faire rajeunir Harrison Ford, mais vous avez des acteurs de l'IA qui envisagent de créer des data centers dont la puissance appelée est celle d'un réacteur nucléaire. 1 gigawatt pour un data center. Alors eux, en l'occurrence, ce qu'ils veulent faire, c'est des larges modèles de langage. Là, vous savez, quand vous jouez avec ChatGPT, voilà. Bon, bah, ça, de l'autre côté, ça fait tourner des grosses machines. Est-ce qu'il faut faire ce genre de choses? J'ai envie de vous dire, à titre personnel, moi je pense que non. Comment est-ce qu'on empêche ce genre de choses? La réponse est aujourd'hui, vous ne l'empêchez pas. Pour la raison très simple, c'est que l'IA, c'est un dialogue domestique américain aujourd'hui. D'accord? Tout se joue au niveau des acteurs américains. C'est les GAFAM, c'est les hyperscalers américains, etc. Donc comme petit Français, serrant la louche de Trump, non pardon, vous empêchez rien du tout. Voilà. Donc vous êtes renvoyé face à vos problèmes de conscience, qui est-ce que je joue avec ça ou est-ce que je joue pas avec ça? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je suppose que oui, mais le temps que le micro arrive, il va falloir meubler. Elle arrive. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Une question de scénariste. C'est quoi les histoires que vous aimeriez voir en film et série demain? La conjonction qui est pertinente sur ce genre de sujet, elle est c'est plus facile de décrire le à ne pas faire que à faire. À ne pas faire, par exemple, associer le bonheur des gens avec la possession d'une grosse voiture ou justement d'un gros ordinateur ou de gens qui jouent avec des objets très technologiques, on est tous fait pareil. Si on fonctionne par association, c'est mieux de voir des gens qui semblent être heureux avec autre chose de plus sobre. On reste mu par nos émotions. Donc, de toute façon, pour qu'on adhère à une histoire, il faut que ça nous remue un peu les tripes. Donc, il faut qu'on y voit des sentiments qui sont ceux qui nous parlent habituellement, l'émerveillement, l'amour, enfin des trucs c'est tellement bateau, j'ai presque honte de dire ça. Hein. Mais j'ai pas de désir particulier d'une histoire dont je me dis celle-là j'aurais vraiment aimé la voir. Je suis un spectateur ordinaire, c'est-à-dire qu'après coup, il m'arrive de dire ça c'est vraiment bien vu. Mais je sais pas faire beaucoup mieux que ça. Ce que je crois par contre, c'est que ce qui pourrait être fructueux, je sais que ça se fait énormément aux États-Unis, c'est de marier des compétences techniques avec des compétences créatives, de telle sorte que la partie technique dans un film, elle soit, entre guillemets, bien traitée. C'est-à-dire que s'il y a une partie scientifique, elle ne soit pas invraisemblable. Je me rappelle qu'on m'avait demandé de faire un laïus à l'avant-première du jour d'après, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, et alors on m'avait demandé de préparer le laïus sans avoir vu le film. Le diffuseur m'avait dit, vous n'avez pas le droit de voir le film avant les autres, mais par contre vous allez nous faire un truc, voilà, donc bon, c'est un peu particulier. C'était un film qui était bourré d'invraisemblances physiques. Il y a des tas de trucs dans le film qui sont juste impossibles. Mais alors ça c'est sur la partie alerte, j'ai envie de dire. Don't Look Up, c'est aussi un film qui est sur la partie alerte. Ce qui est plus dur et qui demande des exercices de créativité très différents, c'est sur la partie solution. Parce que sur la partie solution, il faut que beaucoup de gens puissent se reconnaître dans ce qui est proposé. Et si vous montrez des vies dans lesquelles une personne qui travaille à la poste, une personne qui est médecin, une personne qui est enseignant ou une personne qui ramasse les feuilles mortes dehors n'est pas capable de s'incarner, en fait, vous allez parler à un public de spécialistes, mais vous allez pas parler à la population en règle, enfin, de façon générale, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais une fois que je vous ai dit que j'ai une petite idée sur le moyen, qui est voilà, la mixité des approches.
entre des gens qui s'occupent de la partie rébarbative et des gens qui s'occupent de la partie créative, pas grand-chose de plus à dire, quoi. Merci, on a besoin d'une question féminine à présent. Oui, bonjour, alors merci de nous ramener sur Terre déjà, ça c'est bien. Alors j'ai une question, est-ce que vous pensez que la créativité et l'écologie sont des antidotes à la destruction? Alors pardon? Créativité et écologie. Alors créativité, je peux dire cinéma créatif, ou la façon de travailler de façon créative sont des antidotes à la destruction qui nous attend. Voilà. Ah. Alors, des antidotes suffisants, sûrement pas. Je vais vous répondre avec un petit détour et puis ensuite on verra si on arrive à raccrocher les wagons. Ce qui nous amène aujourd'hui à la situation dans laquelle nous sommes, c'est à nouveau notre câblage biologique qui fait que nous sommes des animaux paresseux et accumulatifs. Mais on n'est pas des exceptions. Tous les animaux sont paresseux et accumulatifs. Je veux dire par là, tous les animaux cherchent à en avoir le maximum en se fatiguant le moins possible, parce que c'est un facteur de survie, historiquement. Et exactement pour la même raison, tous les animaux cherchent à accumuler. L'écureuil accumule des noisettes, le jet des chênes, il accumule des glands, et nous, on accumule du pognon sur un compte en banque, et il n'y en a jamais assez. Donc quand on gagne le salaire de la personne qui ramasse les feuilles mortes, on voudrait gagner le salaire des gens qui sont dans cette salle, et quand on gagne le salaire des gens qui sont dans cette salle, on voudrait gagner le salaire des patrons, et quand on gagne le salaire des patrons, on voudrait gagner le salaire de Bernard Arnault, et Bernard Arnault voudrait être plus riche que Jeff Bezos. Voilà, il n'y a jamais assez. Bon. Et la seule manière, et ça, c'est la pulsion destructrice, elle vient de l'arbre. D'accord? Parce que si on était capable de s'arrêter à un moment, on dirait, bon, il y a 5 millions de bagnoles en France, on s'arrête, puis on est content avec 5 millions de bagnoles. Non, ça suffit pas. Puis une fois qu'on a une bagnole, on veut une piscine dans le pavillon, et puis enfin, on s'arrête jamais, quoi. Bon. Et si on avait tous les moyens de s'acheter un jet privé ou un hélicoptère, on le ferait. Donc, enfin, beaucoup de gens le feraient. Donc, on a cette pulsion. Et le seul antidote que je vois à cette pulsion, c'est le fait qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin de reconnaissance, parce que c'est ça qui va avec le statut. Et le statut, on y est sensible parce que historiquement, c'était l'accès à la nourriture et au sexe. Donc, on est dans des groupes d'animaux sociaux où on est sensible à ça. Et la seule façon que je vois de contrarier cette pulsion accumulatrice, c'est que le statut s'en mêle et que le statut nous fasse aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que la reconnaissance de la société aille aux gens qui, justement, sont capables de nous empêcher, avec notre consentement, quelque part, et nous aide à lutter contre ça. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous renvoie à la question. Non, mais voilà, est-ce que la créativité est capable de contribuer à cet objectif? J'imagine que oui. Est-ce qu'elle est seule capable de contribuer à cet objectif? Non. Je ne pense pas que la créativité artistique sera la seule capable, mais qu'elle y contribue, ça me paraît absolument évident, parce que les contributeurs à cette affaire-là se situent justement du côté des artistes, des philosophes, des penseurs, et peut-être du clergé, je ne sais pas, enfin, de gens qui parlent valeur quelque part, et pas de gens qui parlent technique. Voilà. Les gens qui parlent technique seuls, en fait, ils restent soumis à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la pulsion accumulatrice. Donc si on sait faire mieux dans un domaine, les moyens qu'on dégage, on ne va pas les affecter à faire moins tout court, on va les affecter à faire autre chose à la place. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Voilà. Moi, je rebondis sur cette question juste parce que je pose systématiquement aux gens qui s'engagent dans la transition écologique qu'est-ce qui a été le déclic. Et il y a deux réponses qui viennent beaucoup plus souvent que les autres. La première, c'est Jean-Marc Jancovici. Et la seconde, c'est le film Demain de Cyril Dion. Donc on voit que les films peuvent quand même avoir un impact qui est très fort, même si ça n'a rien de scientifique. Voilà. On va passer à une question masculine. On ne devrait pas avoir de problème normalement. Ah, c'est la première fois que les hommes sont timides. Hein. Tout arrive. Et puis on prend plus de questions féminines. Hein, ça... Bonjour. Je vais vous poser une question par rapport vous levez que je me lève, ok. Parce qu'il me semble que, en fait, on devrait s'interdire totalement l'utilisation de l'IA quand on est auteur, dans le sens où non seulement ça a un impact écologique catastrophique, mais en plus ça participe à un espèce de lissage et de de formatage de la création, puisque par essence l'IA c'est pas de la magie, hein, ils vont chercher ce qui existe déjà pour alimenter un propos qui se veut original.
qu'est-ce que vous... C'est idiot ce que je dis ou ça me paraît sensé? Alors, je suis désolé, il y a l'acoustique de la salle fait que j'ai pas complètement entendu tous les mots de la dernière phrase. La dernière fois, je vous demandais si ça vous paraissait sensé de raisonner comme ça, c'est-à-dire, pour résumer, s'interdire l'IA pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons de création, puisque quand on veut créer, et on est tous là à dire on va faire des nouveaux modèles et tout ça, mais l'IA ne proposera pas de nouveaux modèles. Elle proposera d'intégrer ce qui existe déjà dans des modèles qu'on propose. Absolument. Donc, à mon avis, ça devrait être une règle ici de se dire tous ceux qui sont dans cette salle, on se sert pas de ça pour créer. On peut se servir de ça pour gérer ou je sais pas quoi. Voilà, je vous proposais de réagir à cette intervention. Alors, ce que j'ai compris de l'intelligence artificielle, je le dois à une conférence de Cédric Villani. Si vous avez l'occasion d'aller l'écouter sur le sujet, allez-y, parce que c'est un orateur brillant et ce qu'il dit est extrêmement intéressant sur la question. Et l'une des choses qu'il explique, c'est les modes d'apprentissage de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et en fait, cet apprentissage, le plus courant, est un apprentissage par imitation. Donc en fait, le logiciel ne sait pas interpréter ce qu'il apprend, il sait le répéter. Ce qui veut dire que quand vous vous servez de ce genre d'engin, en fait, vous ne gardez du recul vis-à-vis du résultat que si vous avez vous-même déjà fait la même chose à la main. Si vous n'avez pas déjà fait la même chose à la main, vous risquez de vous faire embobiner parce que vous ne savez pas, vous, interpréter la réponse. D'accord, voilà. Donc, et par ailleurs, à partir du moment où le logiciel apprend par imitation, il est par nature incapable de création, puisque c'est une imitation. Alors, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'autre jour un message en me disant « Tiens, j'ai fait un chatbot qui répond à votre place ». Alors, en fait, il va pomper tout ce que j'ai écrit partout, tout le temps. Il m'a dit « Est-ce que je mets ça sur la place publique ?» Alors, je lui ai dit « Ça veut dire que je ne peux pas changer d'avis, parce que si je change d'avis, votre truc va répondre des trucs différents de ce que moi j'aurais répondu. » Bon. Alors, je change pas d'avis tous les 4 matins, du reste, parfois on me le reproche, mais il m'arrive quand même de temps en temps de changer d'avis. Donc, vous voyez, typiquement, là, c'est une barrière à la créativité, beaucoup plus que ça n'est une aide à la créativité. Par ailleurs, un logiciel, je pense qu'il va encore se passer du temps avant qu'il soit capable de sentiment. Or, dans la créativité, il y a toute cette partie-là de notre nature, le fait qu'on ait des sentiments, qu'on ait des émotions, etc. Donc, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous pensez que l'IA peut être d'une aide substantielle dans la création et puis, elle n'a pas de déclic. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, en fait, les quelques idées que je peux considérer comme pas trop connes que j'ai eues dans ma vie, je les ai eues à des moments où je n'y attendais pas nécessairement. Un moment en train de faire une randonnée, qu'est-ce que je sais enfin, le moment où, voilà, dans le métro, ça vous tombe dessus à un moment où vous n'y attendez pas. Je ne pense pas qu'un logiciel puisse fonctionner comme ça. Donc, très honnêtement, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que ça peut faire des améliorations incrémentales sur une idée que vous auriez déjà eue. J'ai du mal à imaginer que ça puisse faire quelque chose à votre place. Et quand ça crée à votre place, il y a des domaines techniques dans lesquels le logiciel crée à votre place. Par exemple, le criblage dans les biotechnologies. En fait, on crée à votre place, c'est-à-dire on ne demande pas aux chercheurs d'avoir l'idée, on fait 1 milliard de combinaisons différentes en se disant là, il y a peut-être un truc qui va marcher, mais vous voyez bien que c'est une méthode bestiale pour avancer, c'est pas une méthode intuitive. Hein, c'est une méthode où vous profitez de la puissance du nombre, mais il n'y a plus d'intuition dans cette histoire. Or, alors après, c'est un goût de consommateur, ce que je vais vous dire, hein, mais je trouve que l'intuition a quand même ses charmes. On va terminer avec une dernière question. On va prendre une dernière question, mais qui se doit d'être féminine. Comme ça, on aura plus de questions féminines aujourd'hui. Et après, on ira au cocktail, ce qui est une bonne nouvelle. Bonsoir. Déjà, je voulais juste rebondir à l'intervention de Maxime concernant l'interaction des récits et de l'innovation. Un exemple de Demain de Cyril Dion a insufflé des innovateurs qui ont inventé un système de récupération d'eau autonome pour les douches et les particuliers. Voilà, juste ce petit laïus. Voilà, il y a une société qui s'est emparée en regardant le film Demain de Cyril Dion, a eu l'idée de créer un outil d'eau recyclable chez soi, voilà, à poser dans son... Voilà, c'était juste ce petit rebond. Et ensuite, je vais essayer de poser ma question sans fâcher personne ici. Est-ce que vous, Jean-Marc, à votre niveau, vous parliez tout à l'heure des proportions de fonctionnement de société qui étaient assez viables sur le court et long terme.
de nourrir une population, de faire que des machines viennent à la population et tout le reste est en tertiaire, si j'ai bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce besoin de divertissement et de pulsion à être diverti presque en temps T de notre quotidien, influence pas sur notre besoin de contenu, sur une frénésie à la course de contenu, de médias, de GAFAM en boucle fermée. Et est-ce que, sans fâcher personne toujours ici, est-ce qu'un jour, vous imaginez qu'on devrait produire moins de contenu ou diffuser moins de choses sur contenu et nos réseaux sociaux? Voilà. Vous avez aujourd'hui un phénomène de passagers clandestins, c'est-à-dire que si vous décidez, vous, unitairement, de produire moins, vous sortez du jeu dans un monde dans lequel les règles n'ont pas changé. Donc la difficulté, c'est de changer les règles pour tout le monde. Et la difficulté de changer les règles pour tout le monde, c'est qu'en général, le législateur ou le régulateur ne fait ça qu'après un certain nombre d'expériences qui l'incitent à changer les règles du jeu. Donc vous avez un peu un serpent qui se tord la queue, là, comme disait Foresti, c'est-à-dire que pour que le régulateur intervienne, il faut qu'il ait déjà des exemples qui lui donnent envie de faire les choses. Et pour que les exemples arrivent, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de se sortir du jeu avec les règles existantes sans mourir tout de suite. Vous voyez, c'est ainsi. Voilà. Et d'expérience, j'ai pas observé il n'y a pas de baguette magique dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a pas de, j'ai jamais vu de configuration dans laquelle, d'entrée de jeu, on fasse changer tout le monde sans qu'il y ait eu de précurseur. Voilà. Donc c'est bon. Alors après, la seule manière de produire moins, mais on est quelque part renvoyé au problème précédent, c'est si vous arrivez à gagner beaucoup plus d'argent avec moins d'heures produites. Mais à ce moment, cet argent, vous l'allez le dépenser. Enfin bon, bref. Donc, mais aujourd'hui, on est dans une espèce de course à l'échalote. Et très honnêtement, sur ce point particulier, j'ai du mal à imaginer que la course à l'échalote ne continue pas s'arrête sans choc externe. À un moment, il va se passer quelque chose. Alors, pour prendre un exemple dans l'actualité récente, je ne sais pas si le nombre d'heures passées devant la télé en Ukraine a continué à augmenter après le début de la guerre. Voilà, je ne sais pas. Mais je vois mal comment il ne va pas y avoir quelque chose d'externe, d'indépendant de notre volonté, qui va se mêler de la partie. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, les alertes sanitaires ne sont pas suffisantes, parce que tout le monde sait que d'être planté devant sa télé, c'est mauvais. Tout le monde sait que pour les gamins, d'être planté devant un écran, c'est mauvais. Et même pour les adultes, pas sûr que ce soit excellent, même si moi, je passe une partie significative de mes heures éveillées devant un écran d'ordinateur. Et en tout cas pour le développement de la cervelle, c'est bien connu. Enfin, je veux dire, il commence à y avoir plein de travaux là-dessus. Donc l'alerte sanitaire aujourd'hui, malheureusement, n'est pas suffisante. Ça suffit pas. Donc je ne sais pas ce qui va inverser le mouvement. Très honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça serait pas plus mal que ça se produise, mais c'est de l'ordre de la pensée magique. Oui, c'est pas un truc qui aujourd'hui n'a aucune prise sur le réel. Un grand merci Jean-Marc Jancovici d'être venu, d'avoir répondu aux questions de tout le monde.